Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer comme d'habitude, je fais ma promotion. Donc là, vous avez mon compte Instagram si vous voulez me rejoindre là-bas. Là-bas, le contenu est un petit peu différent. Soit on se marre avec les reels et les mêmes, soit je vous fais des petites stories un petit peu plus éducatives, on va dire, et qui sont parfois des teasings, on va dire, pour des futures vidéos YouTube. Ensuite, vous avez ici, donc ça c'est pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, à l'abonnement payant. Donc, vous abonnez, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous mets dans le groupe WhatsApp, où dessus je mets les PDF de toutes les vidéos que je fais. Voilà. Et donc vous avez accès aux PDF à partir du moment où vous vous abonnez. Voilà. Même parfois je remonte un petit peu les semaines précédentes. Voilà. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo, ça va être en fait, qu'est-ce que c'est en gros hein, la kinésithérapie du futur et qu'est-ce que c'est être un bon kiné? Voilà, on va voir ces deux thématiques dans la même vidéo en fait. Avant ça, je vous présente trois vidéos qui pour moi sont très importantes à voir. Alors, elles vont être d'autant plus importantes que vous êtes dans le début du processus pour devenir kiné. Si vous êtes étudiant ou jeunes diplômés, je trouve qu'elles sont vraiment importantes, ces trois-là. Donc là, on va voir pourquoi certaines thérapies qui sont inefficaces peuvent sembler efficaces. Là, on va comprendre les effets contextuels, placebo et tout ça. Et là, on va parler communication. Vraiment, ces trois vidéos-là, c'est des vidéos, je pense, qui devraient être présentes en IFMK. Alors oui, le chat, hop, voilà. Donc trois vidéos qu'on devrait voir en IFMK, en tout cas que moi j'aurais aimé voir en IFMK. Voilà, donc trois vidéos, voilà, on voit qu'il y a il y a plus de 3h30 de contenu, mais des vidéos vraiment qui sont pour moi très intéressantes. Après c'est moi qui les ai fait, donc forcément je suis totalement biaisé. Donc on va commencer avec cette étude où en fait on va voir le nouveau rôle des kinésithérapeutes. D'accord? Donc en gros, on va partir. Donc en fait, j'ai traduit l'étude. Je vais vous lire un petit peu enfin, la traduction. Et puis de toute façon, à chaque fois, j'agrémente avec une réflexion un peu personnelle ou dans un cadre un peu plus large. Donc, des racines biomédicales à une vision élargie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la kinésithérapie a longtemps été associée au soulagement de la douleur, et ça, c'est encore le cas, hein. Je pense que quand vous avez des patients qui viennent et que vous leur demandez comment je peux vous aider, ils vont vous dire je veux avoir moins mal, d'accord? En tout cas, la douleur dans les objectifs, elle va revenir souvent. Ancrée dans des visions traditionnelles et cartésiennes de la douleur comme un problème purement physique. Cependant, à mesure que notre compréhension de la douleur en tant qu'expérience multifactorielle progresse, notre approche de sa prise en charge doit également évoluer. Effectivement, voilà, la douleur c'est multifactoriel, bon, je pense que vous le savez. Bon, mais voilà, les personnes vont venir parce que elles ont mal, qu'elles pensent il y a un problème purement physique, qu'il va falloir replacer quelque chose qui est pincé, qu'il va falloir décoincer, des déséquilibres qu'il va falloir corriger, des muscles trop faibles qu'il va falloir renforcer. Tout ça, ça peut être aussi maintenu par les réseaux sociaux où vous avez des personnes aussi qui vont faire la promotion de manipulation, de corriger les déséquilibres musculaires, de corriger les équilibres myofasciaux et tout. Enfin, tout un tas de choses comme ça qui vont, en fait, qui vont nous empêcher d'avancer en fait, hein. En dépassant l'objectif limité de la réduction de la douleur, nous pouvons réaffirmer notre identité en tant qu'optimiste du mouvement, accompagnateur et facilitateur d'une récupération significative. Donc effectivement, en fait, on va voir que un shift qu'on peut aborder, en fait, un changement de paradigme, ça peut être celui du kiné qui soulage la douleur, à celui du kiné qui a pour but en fait en gros d'améliorer la santé, on pourrait dire, de manière générale. Redéfinir l'identité professionnelle autour de la fonction. En tant que profession dynamique, la kinésithérapie est confrontée à des défis identitaires constants. Adopter une approche centrée sur la fonction clarifie cette identité en alignant la profession sur le modèle biopsychosocial de la santé et sur la définition de la World Physiotherapy Confederation, donc un service visant à développer, maintenir et restaurer un mouvement et des capacités fonctionnelles optimales. Guider les patients à prioriser des activités porteuses de sens plutôt que le simple soulagement des symptômes les aide à voir leur santé à travers le prisme des possibilités plutôt que des limitations, en favorisant la résilience et des attentes réalistes quant à leur rétablissement. Donc là, il y a des choses qui sont importantes. Effectivement,
Déjà des activités qui ont du sens, c'est-à-dire que le but, quand vous faites aussi une rééducation, c'est pas de faire juste une liste d'exercices à vos patients, c'est de trouver des exercices qui seraient potentiellement bénéfiques pour eux et qui ont un sens pour le patient. Si le patient il comprend pas ce qu'il fait, bah, il va pas le refaire chez lui, et si c'est quelque chose qu'il a besoin de faire régulièrement, bah, voilà, il va pas le faire, il mettra pas en place, il ira pas mieux. Euh, donc les aides à voir leur santé au travers du prisme des possibilités, ça on en parle aussi dans la partie communication, donc la vidéo que je vous ai présentée juste avant, où en fait en gros c'est bien aussi d'axer les choses sur dire ce que de s'axer sur ce que le patient et de dire au patient ce qu'il peut faire surtout. Voilà, on se concentre sur ce que le patient peut faire et et voilà, on fait pas des grandes listes de choses qu'il ne faut absolument pas faire et tout ça, voilà. Ok, donc on se concentre sur ce que le patient peut faire. Effectivement, trouver des exercices qui ont du sens et le but c'est voilà, favoriser la résilience et tout ça. Les obstacles persistants, donc perception et diagnostic dépassés, malgré ces avancées, la kinésithérapie reste prisonnière de perceptions dépassées, souvent perçue comme un service de soulagement de la douleur. Effectivement, c'est un petit peu ça, donc comme on disait, le patient il vient vous voir, il a mal, lui ce qu'il veut, c'est dans ses objectifs, quand vous demandez qu'est-ce que je peux faire pour vous c'est avoir moins mal. J'avais mal avant, maintenant je veux plus avoir mal. La douleur, ça va être très présente dans les objectifs des patients qui vont venir vous voir. Cette perception persiste probablement en raison d'hypothèses héritées d'une ère biomédicale. Effectivement, et de toute manière, ça, c'est encore un petit peu d'actualité. Pourquoi? Rien que par la prescription médicale. Le patient qui a mal au dos, il vient vous voir, effectivement, il y a marqué lombalgie, c'est centré sur la douleur. Il a mal à l'épaule, il va y avoir dessus écrit tendinite. Il va y avoir marqué calcification. Il a mal au dos ou au cou, il va y avoir marqué hernie discale. Il a mal au genou ou à la hanche, il va y avoir marqué arthrose. Voilà, on est dans ça. Il suffit qu'il ait passé des examens aussi, on voit l'arthrose, et là tout de suite. Donc c'est pour ça, là je vous l'ai pas mis la vidéo, mais il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle comment l'IRM fabrique des malades ou des choses comme ça. Voilà, et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des choses, un patient qui a par exemple mal au coude qui passe aucun examen, on ne dit pas forcément tendinite, il va penser bon bah il a mal au coude, mais si vous lui dites qu'il y a une tendinite, que vous passez un examen, qu'il y a une fissure dans son tendon, et bah tout de suite ça va, voilà, lui il va se dire ah oui non mais mon tendon il est fissuré, et tout de suite, ça va être différent les choses. Peut-être que d'un côté, s'il a juste mal, il va se dire ah c'est bien si je fais des exercices, ça va me renforcer. S'il y a une fissure, il va se dire ah moi j'ai fait des gestes répétitifs, j'ai une fissure, c'est sûrement les gestes répétitifs qu'on fait ma fissure. Si je continue de rajouter des gestes que le kiné me demande, bah, en fait je vais encore agrandir ma fissure. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est aussi ce dont je parle dans la partie communication, c'est comment on nomme les choses, ça peut orienter le traitement. Vous avez mal à l'épaule, votre épaule elle est sensible, ok bah je vais la renforcer. Vous avez mal à l'épaule parce que vous avez un tendon qui est abîmé, ah mais en fait non, le kiné il va me faire bouger, il va agrandir mes fissures, non moi je veux peut-être une infiltration pour calmer un petit peu mon inflammation, ou alors que le chirurgien il me recouse mon tendon. Donc on va induire parfois le traitement en fonction de comment on va nommer les choses. Les systèmes de santé renforcent ce cadre centré sur la douleur en adressant les patients sous des étiquettes basées sur la douleur telles que mal de dos, douleur à l'épaule, ancrant ainsi l'idée que la kinésithérapie existe pour réduire la douleur plutôt que pour restaurer la fonction. En fait, du coup, on se retrouve en fait, on est kiné pour soulager des douleurs. Enfin, le kiné soulage la douleur. La dépendance persistante au diagnostic patho-anatomique aggrave ce problème. Effectivement, de toute manière, c'est ce que vous avez sur les ordonnances. Quand le patient vient chez vous, il a une ordonnance, il l'a lu, dessus il y a souvent un diagnostic patho-anatomique. S'il a passé des imageries derrière, ça sera pareil. Bien que la World Physiotherapy Policy Statement définisse le diagnostic de manière large, englobant les déficiences, limitations, restrictions et influences environnementales, de nombreux cliniciens reconnaissent subir une pression professionnelle et sociétale pour fournir des diagnostics structurels, malgré les preuves montrant que la plupart des douleurs musculo-squelettiques sont non spécifiques et rarement attribuables à une cause unique. Et effectivement, vous allez avoir une pression professionnelle, sociétale, vous êtes dans un cadre de soins, ou peut-être vous voulez faire, vous voulez avoir une approche, on va dire BPS, vous allez vous éloigner un petit peu de la structure. Dans le cas d'une douleur non spécifique, on ne peut pas impliquer une structure directement, ou même si elle est présente, la lésion structurelle, on s'en fiche. Si, voilà, en fait, si tout le médecin, enfin, si le patient il a vu son médecin, il a vu tout un tas de personnes qui ont validé l'hypothèse structurelle de sa douleur, tout ça, bah, vous, si vous arrivez un petit peu à la suite de tout ça, bon, bah, vous allez peut-être passer pour un illuminé. Voilà, c'est ça qui va être problématique.
Bien que les étiquettes diagnostiques puissent momentanément valider l'expérience des patients, elles peuvent aussi engendrer des conséquences physiques et émotionnelles négatives, menant à des interventions inutiles et à un système de santé surchargé. Effectivement, voilà, en fait, en tant que thérapeute, vous avez déjà vu des patients qui viennent et pour une simple tendinopathie au coude, ont reçu des multiples infiltrations, peut-être même une opération est prévue, voilà, et on est même plus là. En plus, le problème, c'est qu'on n'est même plus dans les recommandations, quoi. Donc on a un diagnostic patho-anatomique, on estime que ça cause de la douleur, donc admettons une tendinopathie. On va calmer l'inflammation, on fait des injections, des infiltrations. Les infiltrations peuvent potentiellement nuire plus tard. Voilà, et en fait, ils rentrent dans un système de santé qui fabrique des malades. D'ailleurs, c'est une vidéo qui porte ce nom-là. Et en fait, qui fait pire que rien. En fait, voilà, peut-être que le patient, il serait même pas venu vous voir, que sa douleur, elle serait passée tout seul finalement. Et en fait, il va dans le système de santé et il rentre dans un processus où on va lui donner un diagnostic patho-anatomique avec des traitements qui vont être parfois inutiles. Dans un système surchargé, voilà, et on se retrouve voilà, avec des patients qui rentrent dans un cercle qui rentrent dans un parcours de soins très compliqué. Les obstacles persistants, perception et diagnostic dépassés. Pour relever ces défis, les kinésithérapeutes peuvent prioriser le développement de compétences en communication qui valident l'expérience des patients tout en exprimant l'incertitude en s'éloignant de diagnostics potentiellement trompeurs. Donc on verra que la communication, c'est les compétences qui font partie pour être qualifié d'un bon kiné. On verra ça à la fin de la vidéo. Je mets bon entre guillemets. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et l'incertitude. Donc déjà, l'incertitude, il faut que vous soyez à l'aise, vous, avec le fait que votre patient est vient, vous faites vos tests et tout. On va dire que vous avez exclu les problèmes graves. Et là, vous vous dites, ah, mais en fait, j'ai aucune idée de ce qu'il a. Déjà, il faut être à l'aise avec cette sensation-là. Déjà, juste celle-là de se dire, en fait, je sais pas, j'en sais rien. Après, il faut être à l'aise avec la deuxième partie qui va être de dire au patient, je sais pas ce que vous avez ou je sais pas comment ça va évoluer. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse ça, ça ou ça. Par quoi vous voulez commencer ou qu'est-ce qui vous semble le plus adapté à votre situation. Ça, bon bah voilà, on teste ça 3 4 semaines, on voit ce que ça donne et puis si ça marche pas, on verra, on partira sur autre chose. À ce moment-là, ça c'est plutôt, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt bien. Pour certains professionnels ou certains patients, ça va être quelque chose où vous allez passer pour entre guillemets un nul parce que ah, vous n'avez pas été capable de trouver la cause de la douleur avec le bon traitement bien adapté. D'accord. Voilà. Mais il faut être à l'aise avec ça. Reconnaître et normaliser l'incertitude ne signifie pas ignorer la douleur ou les diagnostics spécifiques. Ça, c'est une autre chose. C'est pas parce que on est dans un modèle BPS, la douleur elle est multifactorielle, qu'on s'en fiche de la douleur de notre patient. On fait faire peu importe ce qu'il va faire. On se dit ça va finir par aller mieux de toute manière. Et pareil, c'est pas pour autant qu'on ignore les diagnostics spécifiques, c'est-à-dire que parfois, donc essentiellement la douleur, on va prendre la lombalgie, on va dire qu'elle sera non spécifique, il n'y aura pas une cause de douleur en particulier, ça va évoluer favorablement, mais c'est pas pour autant en fait qu'on screen plus les red flags et les choses comme ça. Voilà, si le patient il a une spondylarthrite axiale, qu'il y a de l'inflammation partout et qu'il a très mal, bah, en fait là on s'en fiche pas. Parce que des fois on peut tomber dans quelque chose, dans le modèle biopsychosocial, où voilà, le psycho-social, on se dit ouais en fait c'est ça qui est important, qui va moduler la douleur de ça, on n'oublie pas le bio, et parfois le bio peut être plus important que les autres. Voilà, dans le cas si vous avez une spondylarthrite axiale, si vous avez, je sais pas moi, je sais pas pourquoi j'ai pas forcément, ouais, en fait la spondylarthrite axiale c'est vraiment le premier truc qui m'est venu en tête. Mais par exemple il a une infection vertébrale, voilà, on va pas commencer à le prendre en charge pour une douleur non spécifique. Non, en fait faut savoir, il y a une infection vertébrale, c'est chaud, voilà, je réoriente. Donc cela implique de mettre à jour les connaissances en les alignant sur les sciences contemporaines de la douleur et de développer des compétences métacognitives et de raisonnement clinique pour identifier les cas nécessitant des soins spécialisés. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que, comme je vous disais, on n'est pas dans le modèle biopsychosocial où en fait la douleur, d'un seul coup, on s'en fiche. Les douleurs, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est modulé par tout un tas de facteurs. On peut pas jouer sur tous ces facteurs, et donc en fait on devient dans un truc où on s'en fiche de la douleur du patient, on screen plus les pathologies spécifiques, et là ça devient n'importe quoi. Ok, non, c'est pas ça qu'on est en train de dire, ça c'est toujours important. Un changement de paradigme de la douleur à l'autonomisation fonctionnelle. Donc s'éloigner d'une approche centrée sur la douleur permet aux cliniciens de guider les patients vers des objectifs réalistes, axés sur la fonction, et de dépasser les traitements passifs et de court terme. Cela pousse la profession à s'élever, à embrasser la complexité et à reformuler les soins comme un parcours collaboratif. Effectivement, si on est dans un paradigme où le kiné il soulage la douleur, eh ben on va mettre en place tous les outils qui soulagent la douleur. Et on peut se retrouver avec des pratiques, comme il y a quelques années en kinésithérapie, je vais bien caricaturer,
où on fait massage, électro, chaud, froid, peu importe, tout un tas de choses comme ça, le but étant de soulager la douleur, notamment, et donc du coup on se retrouve avec des traitements passifs qui sont efficaces plutôt sur le court terme. Pourquoi est-ce important? À mesure que les besoins... Alors du coup je vais juste revenir là, ces défis persistent notamment dans la prise en charge des lombalgies où les cliniciens cherchant à promouvoir l'autogestion se heurtent à un conflit avec l'identité professionnelle, les approches paternalistes traditionnelles entrant en tension avec les approches centrées sur la personne. Avant de passer à la suite, je sais même pas si j'ai parlé du temps d'estimation de la vidéo. Je vais dire 1h20, ok? De toute manière, en ce moment, je me plante à chaque fois, donc on va dire la vidéo va durer 1h20. D'accord? La dernière fois, je me suis complètement planté. De toute façon, ça fait longtemps que j'arrête de croire que je vais viser juste. Pourquoi est-ce important, donc ce dont on est en train de parler? C'est que à mesure que les soins en santé évoluent, la kinésithérapie doit s'adapter pour gérer efficacement la multimorbidité et la complexité. Les cadres traditionnels centrés sur la douleur échouent à répondre aux besoins des patients, tandis que les modèles comportementaux de la récupération, qui tiennent compte de la nature multifactorielle de la douleur, alignent la kinésithérapie avec les réalités actuelles des soins de santé. En adoptant une vision plus large des facteurs contributifs modifiables et en créant un environnement psychobiologique sain pour la récupération, les kinésithérapeutes peuvent favoriser des résultats durables et autonomiser les patients au-delà de la simple réduction de la douleur. De toute manière, ça on le verra juste après. Là, c'est vraiment le préambule, ok, de ce changement de paradigme, et après on verra comment rentrer dans ce nouveau paradigme. Ancien paradigme, le kiné il soulage la douleur. Nouveau paradigme, le kiné c'est celui qui améliore la qualité de vie ou le cadre de, ouais, on va dire la qualité de vie ou la fonction. Voilà. Et la douleur, on met un peu de côté. Toujours pas, ça veut toujours pas dire qu'on s'en fiche de la douleur et tout ça, hein. Les approches de la kinésithérapie construites autour de la fonction, de l'engagement, de la réalisation de soi et de l'atteinte d'objectifs peuvent également influencer directement l'expérience de la douleur. De plus en plus de recherches mettent en lumière l'importance des facteurs contextuels plus larges dans les résultats de la récupération. S'éloigner d'un modèle réductionniste centré sur la douleur donne aux cliniciens la liberté d'explorer ces facteurs comme des objectifs partagés, construisant ainsi une approche de la kinésithérapie plus efficace et durable. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que ici, quand on parle de soulager la douleur donc avec des traitements passifs à court terme, en fait, par exemple, si on regarde la douleur, effectivement, vous allez avoir des études qui vont vous dire que, par exemple, la thérapie manuelle, et ben, c'est comme les exercices. Voilà, les exercices n'ont pas de supériorité par rapport à la thérapie manuelle ou des choses comme ça. Dans un cadre où on parle de la douleur, mais dans un cadre, on peut se poser la question, centré sur l'autonomisation fonctionnelle, par exemple, là, l'exercice il pourrait dominer, surtout si on se place dans un cadre qui est d'améliorer la santé des patients. Pourquoi? Parce qu'admettons, si on parle d'exercices tels que la musculation, si c'est bien fait, eh ben, on va améliorer, par exemple, la solidité osseuse, le volume musculaire, limiter le risque de diabète de type 2, limiter le risque d'hypertension, limiter le risque de dépression, de certains cancers, de certaines maladies cardiovasculaires. Voilà. On va améliorer tout ça. Toutes ces choses-là, par exemple, même on va prendre juste la solidité osseuse, on va pas l'améliorer avec de la thérapie manuelle. Voilà. Donc et par exemple, la densité osseuse et le volume musculaire, ça peut être des facteurs, c'est des facteurs de longévité. Voilà. Donc dans un cadre de santé, pour le coup, l'exercice là, peut-être qu'il sera supérieur à la thérapie manuelle. Si on compare, il sera sûrement supérieur. En tout cas, ma croyance, c'est que ça sera supérieur. D'accord? Pour toutes les raisons que je viens de citer. Je pense pas que la thérapie manuelle, ça diminue aussi bien que l'exercice le risque de diabète de type 2. D'accord? Appel à l'action collective pour l'avenir de la kinésithérapie. Donc ça, c'est la conclusion de l'étude. J'ai tout mis en rouge, je vais tout lire d'un bloc. La force de la kinésithérapie réside dans sa capacité d'adaptation. Mais réaliser pleinement ce potentiel nécessite une ouverture au changement et une action collective. Et ça, il y a des choses qui sont importantes, c'est dans sa capacité d'adaptation. Okay, c'est une profession dynamique, qui évolue. Okay, on reste pas dans le passé, avec les anciens, nanani, nanana. Ça, on évite de faire ce genre de choses. Mais réaliser pleinement ce potentiel nécessite voilà, une ouverture, un changement, et le changement, il doit être collectif. Okay, donc ça va passer par les kinés, mais ça va passer aussi par les formations initiales et tout ça. Les employeurs, les organisations professionnelles et les assureurs doivent aligner les pratiques sur les standards modernes et les besoins des patients. Il est temps pour les kinésithérapeutes de redéfinir leur rôle non seulement comme prestataires de soins, mais aussi comme acteurs de premier plan dans la transformation de la manière dont la société perçoit et gère la douleur et la santé. Ok? Donc vous vous rendez compte, hein, enfin là voilà, on change de... Il y a le kiné, on va le voir pour soulager la douleur, et là c'est quand même un peu plus profond ce qu'on demande comme rôle au kiné.
Nous devons remettre en question les normes dépassées et les modèles de soins réductionnistes, et impulser l'innovation vers une approche centrée d'abord sur la fonction, qui autonomise les patients au lieu de les pathologiser. Le patient, il vient, il a mal au coude, il va chez le médecin, il va chez son kiné de l'ère biomédicale, il avait mal au coude, il repart, il a une tendinopathie, pour ceux qui ont la ref, en miroir au niveau du coude. Il a en plus, bah, du coup, vu qu'il avait un peu mal au cou, on lui a fait passer une radio des cervicales. En plus, il a de l'arthrose cervicale. Et en fait, le patient, il avait juste mal au coude et un peu mal au cou. Et il repart, il a de l'arthrose partout, peut-être même des hernies discales, une tendinopathie en miroir. Et à la fin, voilà, il se dit non, mais en fait, j'ai 40 ans, je suis déjà cassé de partout. Comment je vais envisager le futur? Cela nécessite réflexion, collaboration et engagement pour déplacer le récit d'un traitement réactif de la douleur vers une optimisation proactive de la santé. Ça ne sera pas facile, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les auteurs. Il ne s'agit pas seulement d'aider individuellement les patients à sortir d'un état d'esprit centré sur la douleur, nous devons aussi remettre en question nos propres croyances ancrées. Effectivement, nos croyances, on les transmet à nos patients. Soutenir nos collègues et nous opposer aux récits préjudiciables véhiculés par les médias, le système de santé et la société. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire Instagram, avec toutes les conneries qu'on voit dessus, c'est chaud. Ça va pas nous aider à changer ça, d'accord? Avec, par exemple, l'ostéo qui replace des vertèbres, le kiné qui fait son dry needling pour enlever les nœuds musculaires, le coach qui pense qu'il y a des déséquilibres d'un côté et de l'autre et qui veut rétablir les déséquilibres, voilà, toutes ces choses-là. En cultivant la résilience et en restant fidèle à notre rôle d'optimiste du mouvement et de coach fonctionnel, nous pouvons nous libérer des limites qui menacent de dévaloriser notre profession dans les soins de santé modernes. Ce faisant, la kinésithérapie pourra pleinement réaliser sa mission, autonomiser les personnes pour qu'elles atteignent une fonction optimale et une meilleure qualité de vie, la véritable essence de notre profession. Et en fait, on voit quoi? C'est que là, dans la dernière phrase que je vous ai dite, en fait, à aucun moment il y a le mot douleur. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Ça va pas changer du jour au lendemain. Le patient, il vient vous voir parce que il a mal. Ok? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux avoir moins mal. C'est comme ça que ça. Je caricature, mais c'est comme ça que ça doit se passer un petit peu dans vos cabinets. Quand vous faites vos bilans, voilà, la douleur, c'est le centre du truc. Et en fait, lui vient vous voir pour la douleur. Et quand vous demandez vos objectifs, je veux avoir moins mal. Et c'est vous en général qui devez essayer de reformuler les choses, les questions, pour justement avoir des objectifs centrés sur la fonction, plutôt qu'avoir des objectifs centrés sur la douleur. C'est un peu comme ça que ça se passe? Ou pas? Ou c'est que moi dans mon cabinet où ça se passe comme ça? Donc là, on va passer à la deuxième étude et on va voir, donc, comprendre ce qui a de l'importance dans la prise en charge de la douleur MSK. Donc, en fait, pour se recentrer sur la vidéo et le déroulement qu'elle a, c'est que, en fait, on part sur un article où en fait, on nous parle d'un changement de paradigme, où passe d'un système, enfin, de soins en kinésithérapie centré sur la douleur à l'autonomisation fonctionnelle. Ok? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui, dans cette nouvelle manière de prendre en charge, en gros, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on va prendre en compte chez le patient pour justement être au mieux dans l'autonomisation de la fonction et la promotion de la santé? Parce que là, du coup, on va aussi beaucoup être dans la promotion de la santé. Donc avant, on consultait le kiné parce qu'on voulait avoir moins mal. Maintenant, c'est pour avoir plus de fonctions et une meilleure santé. Et donc du coup, le cadre, il est complètement différent. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, dans le cadre de prise en charge de la douleur, vous avez des études qui vont vous dire que exercice et thérapie manuelle, c'est pas un qui est supérieur à l'autre. Dans le cadre de la promotion de la santé, je pense, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète sur le sujet de la musculation, je vous l'ai pas mis là, mais voilà, il y a la musculation, c'est par exemple, c'est des outils, c'est un outil qu'on utilise hein, dans nos cabinets, c'est vraiment une activité qui promeut la santé de manière très importante. Avant de passer à la suite, vu que je suis sympa, je vous ai mis les deux vidéos à regarder et dont je vous parle et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est sur les imageries et comment ça fabrique des malades, et ça sur les effets positifs sur la santé de la musculation. Avant donc de voir qu'est-ce qui est important dans la prise en charge kinésithérapique 2.0, je vais juste faire ma petite promotion sur ma formation. Donc lombalgie et drapeau rouge. Comme tout à l'heure, je vous le disais, c'est pas, les pathologies spécifiques, c'est pas parce qu'on est dans un modèle biopsychosocial que ça devient inutile de les identifier. C'est toujours utile, et même important, même d'un point de vue
tout un tas de points de vue, même d'un point de vue légal et tout ça. Bon, voilà, c'est important et cette formation, elle a pour but de vous aider à faire ça. Vous avez un extrait de la formation, donc vous avez ces 2 vidéos-là. Bon, ça, là, c'est la plus récente, c'est sur le syndrome de la queue de cheval, parce que c'est une des pathologies qu'on aborde dans la formation. Ça, c'est l'ensemble des pathologies qu'on aborde. Donc, il y a les pathologies dites classiques, alors pas parce qu'elles sont fréquentes, mais parce que ça, vous en avez pas entendu parler en IFMK avec les fractures vertébrales, par exemple, les drapeaux rouges, ça, vous avez dû en voir. Donc là, notamment dans la partie 1 ici, on va parler drapeaux rouges. Et on va faire un tri énorme dans tous les drapeaux rouges qui existent pour sélectionner que ceux qui sont pertinents d'un point de vue scientifique et clinique. Enfin, qui sont pertinents d'un point de vue clinique grâce à la littérature scientifique. Les pathologies neurologiques avec la sténose rachidienne lombaire, le syndrome de la queue de cheval et les radiculopathies de manière générale. Pathologie vasculaire, anévrisme de l'aorte abdominale, maladie artérielle périphérique, thromboembolie veineuse. Et ici, bien évidemment, c'est pas un diagnostic différentiel direct de la lombalgie, mais vu que ça peut donner des douleurs dans les membres inférieurs et que en plus c'est hyper mal identifié, et ben comme ça, nous on fait le point ensemble et on voit les thromboses veineuses profondes du membre inférieur et l'embolie pulmonaire. Et ensuite, on voit les pathologies inflammatoires et je me suis concentré donc sur la spondylarthrite axiale, radiographique, spondylarthrite ankylosante et non radiographique. Voilà, donc la grande famille des spondylarthrites axiales, on va dire. 14h30 de contenu vidéo pour 300 € payable en 2 fois, sachant que le prix augmentera au moment où je sortirai la partie sur les cervicalgies. Voilà, donc parce qu'en fait, en gros, je l'ai toujours mise à un très bas prix. Voilà, donc là, dès que cette partie-là sortira, il y aura le prix de la formation sur la lombalgie augmentera, mais il y aura un pack qui permettra de diminuer un peu le prix. Mais toutes les personnes qui se procurent la partie lombalgie avant la sortie cervicalgie, vous aurez un code spécial pour avoir pour avoir vu que vous ne pourrez pas acheter le pack parce que ça n'a pas de sens, vous aurez déjà la partie 1, je vous donnerai un code promo pour avoir une promotion sur la partie cervicalgie pour que ça vous revienne moins cher que le pack. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez ici, celle-là avant que l'autre sorte, pour vous remercier de vos confiances, bah, je ferai un geste pour vous. Voilà. Ce jour, c'est aussi, moi j'essaie de faire de mon mieux pour vous transmettre des informations de qualité. Mais après, je suis reconnaissant de la confiance que vous m'accordez quand vous achetez une de mes formations ou que vous vous abonnez à l'abonnement payant de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ça, c'est les choses que j'avais qui étaient importantes. Donc là, voilà, le programme, il est assez long. La partie cervicalgie il y aura plus de contenu, je pense, que ce soit notamment en termes de contenu vidéo. Enfin voilà, l'autre, elle fait 14h30. Là, je pense que celle-là, ce sera plus long. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ma promo. Et si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que je vais retrouver en achetant cette formation sur la lombalgie, là, alors vous avez le lien de la page de vente en description. Donc la page de vente, si vous avez un récapitulatif, voilà, avant d'acheter. Et sinon, j'ai fait une vidéo où je vous présente vraiment tout le programme. Voilà, je vous fais un programme vraiment détaillé. Voilà, il y a 1 heure de vidéo. Donc je vous explique un petit peu le pourquoi et le comment de la formation. Et je détaille chaque partie. En fait, le but c'est que vous ne soyez pas surpris. C'est que quand vous, c'est que vous achetez, vous avez accès à la formation. Alors vous avez accès à la formation tout d'un coup, il n'y a pas besoin de débloquer les parties une à une, même s'il y a un sens. Moi j'ai tourné j'ai fait les vidéos dans un sens qui est, voilà, il y a une trame on va dire. Après vous faites comme vous voulez, mais je vous recommande de suivre la trame. Mais voilà, en fait je veux que quand vous ayez accès à la formation, vous ayez aucune surprise. Genre, je veux que ce soit vraiment transparent entre ce que je vous dis qu'il y a dans la formation et ce qu'il y a vraiment dans la formation. Voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Donc là, j'ai fini sur ma promo. Et puis, on va passer à la suite de la vidéo, du coup. Et donc, je vous rappelle, on passe à cette étude là. Comprendre ce qui a de l'importance, en gros, dans la prise en charge de la douleur musculo-squelettique. Donc là, on va faire un petit peu d'histoire des traitements musculo-squelettiques. Donc, on a des traces d'il y a 5000 ans, hein, avec les premières traces de traitement par le toucher chez un homme des glaces, a priori, qui aurait eu recours à des traitements proches de l'acupuncture pour soulager des douleurs articulaires. Ensuite, début XXe siècle, on a des pratiques dominantes telles que le massage, les mobilisations passives, gymnastique médicale, utilisées surtout pendant et après la Première Guerre mondiale. Milieu du XXe siècle, introduction de l'électrothérapie et des traitements thermiques. En réponse aux besoins de rééducation des blessés de guerre et des personnes atteintes de polio, à partir des années 1960, thérapie manuelle et manipulation, déjà pratiquée par Hippocrate et issue de la médecine populaire
là on vous parle donc ostéopathie, chiropraxie, de plus en plus combiné à l'exercice physique, ajout progressif d'autres modalités comme le strapping et le dry needling. Voilà, donc c'est pas, voilà, le dry needling c'est à la mode en ce moment, faut pas croire que c'est récent. Hippocrate, vous avez une image ici. En fait, dans cette vidéo, je retrace un peu justement l'histoire de la thérapie manuelle, si ça vous intéresse. Mais voilà, on a des traces qui datent d'Hippocrate. Et aujourd'hui, avec l'exemple du Royaume-Uni, on a extension des compétences. Alors là, c'est pour le Royaume-Uni spécifiquement, hein, infiltration articulaire et des tissus mous, prescription d'imagerie et analyse, échographie diagnostique, prescription médicamenteuse. On voit qu'il y a une certaine évolution dans les traitements, et on peut constater aussi que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de kinés qui peuvent être, enfin certains kinés, on va dire, qui sont bloqués avec des traitements qui datent d'il y a un moment. Et donc, on doit, selon les auteurs de cette étude, dépasser le débat, qu'ils qualifient de souvent toxique, entre ce qu'on appelle le hands-on et le hands-off. Il manque un D ici. En gros, est-ce qu'on pose les mains ou pas, et reconnaître que les preuves soutiennent la thérapie manuelle par le toucher comme un moyen d'améliorer les effets de l'exercice. Bien que nous puissions recommander fortement d'intégrer à la fois l'exercice et la thérapie manuelle dans la prise en charge de la douleur musculo-squelettique, les bénéfices cliniques de ces interventions restent souvent limités et en dessous des attentes des patients. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le spectre du on veut diminuer la douleur, bah les deux, on va dire, c'est kiff-kiff, j'exagère un petit peu, euh, et c'est pas non plus super efficace, quoi. Cela souligne l'importance cruciale de recentrer notre approche, à savoir passer du simple traitement des symptômes à l'adressage des facteurs sous-jacents contribuant aux affections MSK. Donc c'est le changement de paradigme dont je vous parle depuis tout à l'heure. De plus, nous ne devrions pas prétendre réparer les patients par nos traitements, ok. Il existe plutôt un appel croissant à adopter une philosophie clinique collaborative. Je peux travailler avec vous qui encourage les personnes à jouer un rôle actif dans la gestion de leurs conditions. En gros, on n'est plus la personne qui est là pour enlever la douleur des gens, on est la personne qui est là pour accompagner et améliorer la santé. Et donc l'impact des facteurs liés au mode de vie sur la santé. Donc là, c'est une notion qui est quand même importante. Et donc l'impact des facteurs liés au mode de vie et des déterminants sociaux de la santé sur les résultats de santé des patients est considérable. D'accord. Aborder des facteurs tels que l'activité physique, la nutrition, le sommeil et la gestion du stress peut influencer significativement la santé. Je pense que ça, vous le savez, mais est-ce que nous, on fait activité physique, mais parfois que au cabinet, ok, faut encourager les patients à faire chez eux, mais est-ce qu'on s'occupe de la nutrition, est-ce qu'on s'occupe du sommeil, est-ce qu'on s'occupe de la gestion du stress, ou est-ce qu'au moins on l'évalue? Pas toujours. Les déterminants sociaux de la santé, incluant stabilité économique, l'accès à des soins de qualité et à l'éducation, le fait de vivre dans un quartier sûr avec des espaces verts, ainsi que le soutien communautaire et social, représenteraient jusqu'à 80% des résultats de santé observés. Donc jusqu'à 80%. Et donc si ces estimations sont exactes, cela signifierait que seulement 20% des résultats seraient directement attribuables aux soins de kinésithérapie. Donc du coup, sur les 100%, que 20% attribuables aux soins de kinésithérapie. Et après, je vous laisse imaginer si on met dedans juste la thérapie manuelle, si on met juste dedans la spécificité de la thérapie manuelle. Voilà, donc en fait, quand vous vous formez sur plusieurs week-ends à plusieurs milliers d'euros, bah, finalement, en fait, vous boostez vraiment un tout petit pourcentage, ou on va dire juste un pourcentage, des 20%, et vous laissez, avec vos manipulations, 80% de côté, c'est sûr et certain. Voilà, parce que vous n'avez pas changé avec votre manipulation la stabilité économique de vos patients. Si vous faites ça, je veux bien savoir comment vous le faites. Aborder des facteurs tels que le sommeil, le stress, la nutrition, l'activité physique et la consommation de substances semble donc essentiel pour maximiser les résultats. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut essayer de se former justement. Ce changement marque un passage d'un modèle réactif, centré uniquement sur le traitement de la douleur, à une approche proactive qui donne aux patients les outils et les connaissances pour prévenir les récidives, limiter l'aggravation de leur état et maintenir leur santé optimale aussi longtemps que possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours pareil, si on se remet dans ce paradigme de on est là pour soulager la douleur, le patient il a mal, il vient vous voir, admettons que vous arrivez à soulager la douleur, il va mieux, il a une récidive, il revient vous voir pour soulager la douleur, et ainsi de suite. Alors que dans ce modèle-là, en fait, vous allez donner les outils à votre patient pour qu'il améliore donc ses douleurs, dès qu'il y a une récidive, qu'il sache gérer ses douleurs, manager son environnement à ce moment-là et son quotidien, et limiter l'aggravation et à côté de ça, maintenir un état de santé optimal, voilà, le plus longtemps possible. Et donc ce changement facilite une transition de praticiens réparateurs à des facilitateurs de la santé et du bien-être à long terme. Donc j'espère que là vous avez bien compris avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent
qu'il y a vraiment cette notion de facilitateur de la santé au lieu de réparateur du corps humain. Le sommeil, hyper important. Donc on l'a vu juste là, donc le sommeil, le stress, la nutrition. Donc dans le sommeil, en fait, d'après les données, un adulte sur 3 au Royaume-Uni ne dort pas suffisamment. Et des résultats similaires ont été observés aux États-Unis. Bon, on est dans des pays occidentaux, on peut se dire qu'en France, les chiffres doivent être similaires. Les problèmes de sommeil toucheraient 30 à 70% des personnes âgées dans le monde. La privation de sommeil est définie comme moins de 7 heures de sommeil par nuit. Et je pense que là, c'est juste une question simple à l'anamnèse avec vos patients. Est-ce que vous dormez bien? Oui, non. Et vous pensez, enfin, à la louche, hein, vous dormez combien d'heures par nuit? Vous allez en avoir qui peuvent dormir moins de 7 heures. Vous avez aussi des patients qui sont en horaire décalé, donc qui travaillent la nuit. Vous avez ceux qui font les 3-8, qui changent de manière très régulière. Voilà, tout ça. Et les troubles tels que l'insomnie ou l'apnée obstructive du sommeil sont à l'origine effets biologiques et métaboliques, donc on peut avoir des augmentations des marqueurs pro-inflammatoires, CRP, TNF-alpha, IL-6, bon, voilà, dommages au niveau de l'ADN, syndrome métabolique, élévation du cortisol, bon, je vous ai mis une liste ici. Effets hormonaux sur la régulation de la faim, donc augmentation de la ghrelin qui va augmenter l'appétit, ça je pense que vous le savez, augmentation de l'adiponectine qui va favoriser l'appétit et l'accumulation de graisse corporelle, diminution de la leptine qui, elle, réduit la sensation de satiété. Effets cliniques et pathologiques associés, donc douleurs musculo-squelettiques chez les athlètes de haut niveau. On sait qu'il y a plus de risques de douleurs, mais aussi de blessures hein, si on ne dort pas assez, notamment chez les athlètes. Voilà. Obésité, ostéopénie, sarcopénie, conséquences indirectes, donc augmentation du risque d'arthrose, en lien notamment avec l'obésité. Donc si on dort moins bien, on a vu tous les changements qui peuvent qui peuvent s'opérer ici, induire une obésité, et avec un risque donc de multiplier par 4 chez les femmes en surpoids et par 5 chez les hommes en surpoids. Ok ? La modulation du cortisol, donc là on va être dans la gestion du stress notamment. Donc le cortisol c'est une hormone stéroïdienne, donc glucocorticoïde, essentielle à de nombreuses fonctions. Bon ça vous le savez, je pense que le cortisol, on en entend souvent parler, notamment l'humeur, la motivation et les réponses de fuite, d'immobilisation ou de combat. Et des niveaux anormaux de cortisol peuvent résulter de divers facteurs, dont une ghrelin élevée, un stress prolongé, émotionnel ou traumatique, une consommation excessive de sucre et l'exposition à la pollution de l'air. Un contrôle altéré du cortisol, lui, est associé à une inflammation systémique accrue, l'ostéoporose, les fractures, une diminution de la synthèse de collagène, une baisse de l'absorption des acides aminés par les muscles, une faiblesse musculaire, des maux de tête, la dépression, l'anxiété, pathologie cardiovasculaire, hypertension, maladie auto-immune, la fatigue, des troubles de l'apprentissage, la prise de poids et le diabète. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros tout simplement, ça touche un petit peu tous les systèmes et ça va pas être là pour le coup un contrôle altéré du cortisol, ça va pas être un facilitateur de la santé, d'accord? A priori, rétablir l'homéostasie du cortisol est complexe et ça va nécessiter souvent une approche multimodale incluant un sommeil de qualité, des exercices de relaxation, une alimentation adaptée. Et en fait, on revient à quoi? En fait, finalement, à des conseils hygiénico-diététiques, ok, sur les facteurs qui sont déterminants dans la santé. L'activité physique, donc ça, normalement, c'est ce qu'on fait un peu au cabinet. Si on fait bouger nos patients, et après c'est bien qu'ils le fassent au cabinet, c'est mieux si on arrive à leur faire intégrer ça dans leur quotidien. Donc l'exercice progressif procure des effets anti-inflammatoires et antioxydants. Voilà, même pareil, par exemple on sait, bon là je vous ai pas mis la ref parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais en fait ça peut augmenter les taux de certaines molécules, notamment par exemple le BDNF ou des choses comme ça qui vont améliorer la réparation du système nerveux. Dans le cas d'un patient qui a des douleurs radiculaires ou des choses comme ça, ou un nerf qui va pas bien, pareil, ça, voilà, quand vous faites du sport, vous allez sécréter des anti-inflammatoires, des antidouleurs naturelles, et aussi ça va aider à réparer vos nerfs. Voilà, pour lui expliquer au patient, et que ça ait du sens qu'il fasse des squats alors qu'il a une douleur radiculaire dans le bras, par exemple. Voilà. Et qu'il est un des nombreux avantages de l'atteinte des recommandations hebdomadaires en matière d'activité physique. Une étude majeure a montré qu'il faut pratiquer une activité physique environ 6 fois plus importante, que le minimum recommandé pour réduire significativement le risque de cancer du côlon, du sein, d'AVC ischémique, de diabète et de maladies coronariennes. Donc on a des recommandations minimum, mais si vous faites 6 fois plus, c'est là vraiment que vous avez la réduction des risques de toutes ces pathologies-là.
Cette activité physique n'a pas besoin de se faire en salle de sport. La prescription de transport, enfin voilà, de transport actif, donc ça peut être la marche, le vélo, on peut largement contribuer à atteindre ces niveaux. L'éducation des patients devrait viser à aider les patients concernés à adopter et maintenir durablement un mode de vie physiquement actif comme élément clé de leur rééducation. Le patient il a mal au dos, c'est bien, on peut faire des exercices sur son dos parce qu'il va peut-être avoir des attentes sur le fait de vouloir renforcer. Après, il faut lui expliquer que c'est pas parce que son dos il est faible et tout ça, mais peut-être qu'il va avoir des attentes particulières à bouger son dos, ou qu'on le renforce, ou qu'on. Voilà. Mais à côté, si on arrive à promouvoir de la santé en le faisant marcher un peu plus, voilà, en mettant de l'activité physique, voilà, pas forcément du sport, hein, de l'activité physique tout au long de sa journée ou de sa semaine, dans son quotidien, et bah peut-être que là, pour le coup, on va traiter son dos, mais on va aussi améliorer de manière générale sa santé. Donc là, vous avez des exemples d'activités et le MET minute. Donc alors le MET, en fait, c'est une unité de dépense énergétique de repos. Donc c'est en kilocalories par kilo par heure. Et en gros, bah, le 1, c'est quand vous faites rien, c'est le taux de base. Et si vous faites une activité qui vaut 3, bah, en fait, vous dépensez 3 fois plus qu'au repos. Voilà, c'est ça. Et donc le but, c'est d'atteindre les 3600 mètres minutes par semaine. Et donc du coup là, vous avez des équivalents et ça vous permet de créer un programme pour vos patients. Par exemple ici, donc là vous avez tout un tas d'activités et là ils vous ont donné des exemples. D'accord? Donc exemple, on peut prendre la nage avec mètres par minute 6, 40 minutes. Donc, si vous faites 2 fois par semaine, bah, vous faites 6 fois 40 fois 2 et vous avez déjà atteint, vous avez atteint 480. Ok, je rappelle qu'il faut viser les 3600. Mais là, ils vous ont fait un programme avec du vélo. Ils ont même inclus, par exemple, le, le nettoyage, les tâches ménagères. Vous avez aussi le jardinage. Voilà, tout un tas de petites actions comme ça, même, juste le fait de marcher pour atteindre les 3600 mètres minutes pour avoir tous les effets bénéfiques qu'on a vus ici. Tabagisme et autres comportements délétères, et donc là on va dans d'autres facteurs. Donc on a le tabagisme, la consommation de substances qui peuvent être la drogue et alcool, le jeu aussi, l'addiction au jeu, et les comportements relationnels toxiques peuvent affecter la santé mentale, émotionnelle et physique. Bon ça pareil, je pense que vous le saviez. En plus de la réduction de l'activité physique, l'usage d'opioïdes, le tabagisme et la consommation d'alcool sont liés à la douleur musculo-squelettique persistante et à la mortalité. Donc en général, on fait le lien avec la mortalité, mais la douleur persistante aussi. Le tabagisme réduit la masse osseuse et augmente le risque de cancer, d'ostéoporose, de fractures, ainsi que de douleurs musculo-squelettiques persistantes qui tend à diminuer après l'arrêt du tabac. Voilà, donc on peut faire juste de la sensibilisation avec nos patients, ou au moins poser la question, parce que fumer, c'est un facteur de risque de pathologie cardiovasculaire, et quand on fait notre bilan, et ben, quand on a un patient qui fume, et ben, il faut peut-être penser à est-ce que mon patient vient me voir pour une douleur musculo-squelettique sur laquelle le tabagisme peut jouer, on a vu, mais est-ce qu'il vient pour autre chose, c'est-à-dire une pathologie par exemple d'origine vasculaire qui mimerait, ok, qui prendrait la forme d'une douleur musculo-squelettique. Là on va faire une partie sur la thérapie manuelle. Donc les recherches, elles montrent de manière constante qu'aucune profession n'a démontré la capacité de palper avec précision des segments rachidiens spécifiques et que la technique de thérapie manuelle appliquée pourrait ne pas être déterminante. Alors là, je vais juste revenir ici, tout ça, j'en parle dans cette vidéo-là, justement. La principale différence entre les diverses thérapies manuelles, donc toutes les thérapies qui vont passer par le toucher, telles que les mobilisations articulaires avec ou sans impulsion, la thérapie des points gâchettes, donc les trigger points, l'acupression, les manipulations des tissus mous, ou même les fasciathérapies, la thérapie des anneaux costaux, bon, peu importe, résident souvent davantage dans leur nom et leur philosophie sous-jacente que dans de réelles différences intrinsèques concernant leurs effets neurophysiologiques. Au final, peu importe le nom que vous donnez à ce que vous faites, au final, vous touchez le patient avec vos mains et vous bougez plus ou moins. Voilà, c'est exact. Et ça, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. Après, ce que vous vous racontez dans votre tête quand vous touchez le patient, vous racontez l'histoire que vous voulez, juste racontez pas vos poésies, tout ça, au patient, ok? Pour que notre profession prospère et continue d'offrir des soins pertinents, nous devons dépasser ce qu'on a parlé tout à l'heure, le débat hands-on, hands-off, relayé sur les réseaux sociaux notamment. Ça, vous verrez beaucoup de personnes qui vanteront les mérites de la thérapie manuelle, puis on vous dira mais non c'est inutile, mais oui c'est utile, mais non c'est inutile, de toute façon on sait tous que c'est inutile. Non, bien évidemment, je plaisante, ça a un intérêt dans la prise en charge des douleurs,
Mais toujours pareil, faites attention à ce que vous racontez quand vous posez les mains sur vos patients. Et nous concentrer sur l'évolution globale de notre profession afin de garantir les standards de soins les plus élevés. Par exemple, juste pour aujourd'hui, j'ai eu une patiente, elle a eu un accident de voiture, elle a fait pendant 2 mois des séances de chiro, sur à peu près 4 à 5 séances de chiro sur 2 mois, ce qui est énorme, et elle a commencé la kiné seulement après. Voilà, donc avec l'idée que le chiro lui a dit, une fois qu'il a tout remis en place, maintenant elle est prête pour faire de la kiné. Donc le chiro lui a raconté n'importe quoi. Voilà. Selon les auteurs, le kinésithérapeute de demain sera un expert dans l'évaluation des facteurs liés au mode de vie. Donc ça c'est important de le savoir, ça veut dire est-ce que déjà vous les évaluez maintenant? Si vous ne le faites pas, bah commencez peut-être à mettre une question ou deux en rapport avec ça. Je vous demande pas de mettre des questionnaires entiers, mais juste voilà, prendre l'habitude de questionner un petit peu les facteurs liés au mode de vie. Il sera aussi capable de discuter avec sensibilité de ses constats avec les patients et expert en changement comportemental. Il n'y a aucun problème à faire progresser à la fois la thérapie manuelle et l'exercice, mais nous devons communiquer honnêtement sur leurs bénéfices limités et ne pas justifier leur utilisation par des explications non fondées, tout en les intégrant dans un contexte de décision partagé en évoluant vers une expertise dans l'évaluation et l'accompagnement du changement de mode de vie. Et on revient à ce que je disais au début, et ce que j'explique dans ma vidéo sur la musculation, c'est que la musculation, ça va favoriser, ça va diminuer le risque d'ostéoporose, vous allez avoir des os plus solides, plus de muscles, ça c'est des facteurs de la longévité. La thérapie manuelle, ça va pas augmenter la masse musculaire de vos patients, ça va pas augmenter la densité osseuse de votre patient, ça va pas diminuer sur le long terme l'hypertension de votre patient, leur risque de dépression et tout ça. Donc, on a, je vous le montrerai juste après, mais en gros, on a cette figure ici. Elle présente un modèle de pratique de soins optimale pour les personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques. Voilà, on a des mouvements spécifiques et de l'exercice. Voilà, on peut mettre d'autres traitements en place. On optimise l'activité physique du patient, on optimise le sommeil. Alors ça, c'est pas forcément toujours possible, mais on questionne. Est-ce que si le patient ne dort vraiment pas, est-ce qu'il y a des petites choses à améliorer ou des choses, voilà. Est-ce que le patient il vous dit qu'il est tout le temps fatigué, et peut-être lui poser des questions par rapport à l'apnée du sommeil et que bah, s'il en a, bah, peut-être avoir une machine pour réguler ça et tout ça. Réduire le stress, stopper, diminuer la consommation de certaines substances, optimiser la nutrition et l'apport hydrique ou des choses comme ça. Voilà. Euh, Faire une éducation, avoir une éducation interactive avec rendre l'éducation du patient interactive. Voilà, tout un tas de petites choses comme ça à essayer de mettre en place avec les patients. Et ensuite, on a le tableau qui propose des questionnaires que les cliniciens pourraient envisager pour évaluer l'impact des facteurs liés au mode de vie chez les personnes qui consultent pour des douleurs musculo-squelettiques. Donc vous les avez là. Là, vous avez ce que ça évalue. Donc par exemple, le sommeil, le tabagisme, la consommation de drogue par exemple, d'alcool, l'anxiété, la dépression, l'activité physique. Là, vous avez donc le nom du questionnaire, vous avez le but du questionnaire, et là vous avez des liens pour retrouver les questionnaires. Cependant, un véritable progrès exige plus que des changements de programme, il faut une stratégie de recherche globale pour évaluer si ces initiatives améliorent les résultats cliniques et entraînent des progrès significatifs dans la prise en charge des patients. Effectivement, le but c'est pas juste on nous dit faut mettre ça en place, on le met en place, on met en place, on évalue, est-ce que ça marche ou pas. Seule une évolution guidée par l'épreuve pourra garantir que nous avançons dans la bonne direction pour élever la qualité des soins que nous offrons. Donc là aussi, ça je vous ai présenté ça. Hop. Donc là on a fini avec les deux premières études que je voulais vous présenter. Un avec le changement de paradigme et deux, comment on peut entamer ce changement de paradigme, notamment en passant par l'évaluation de facteurs en lien avec la santé, qu'on n'évalue pas forcément en tant que kinésithérapeute. Donc comme je vous l'ai dit, commencez à poser des questions sur le sujet. Là vous avez des liens vers des questionnaires complets. Voilà, après les questionnaires, toujours pareil, pas obligé de les utiliser en entier. S'il y a des questions que vous trouvez plus intéressantes que d'autres, vous les prenez, voilà, et vous pouvez combiner plusieurs questions de plusieurs questionnaires sur un seul et même thème. Voilà, par exemple, tous ceux qui prennent en compte l'activité physique, vous pouvez les lire et vous récupérez juste les questions qui vous semblent les questions clés. Pareil pour le sommeil. Voilà, toutes ces choses-là. Et là, on va voir ce que c'est être. Enfin, là, je vous ai proposé de devenir un bon physiothérapeute musculo-squelettique, mais on va voir en fait ce que c'est être un bon. On va regarder les différentes qualités du bon physiothérapeute. Alors, dans la première ici, il va y avoir être réactif. Donc,
c'est une qualité qui a été identifiée dans 25 des 27 études qui ont été passées en revue. Ces études ont mis en avant des qualités réactives des physiothérapeutes telles que donc l'écoute des patients, l'acceptation, l'attention, l'intérêt porté aux patients, la communication verbale et non verbale, ainsi que la validation des expériences des patients. Toutes ces choses-là, c'est des choses en termes de communication qu'on doit maîtriser, d'accord? Faut que vous écoutiez vos patients avec intérêt, faut pas qu'ils se sentent pas écoutés. Vous lui coupiez la parole au bout de 10 secondes, que vous ayez que dans votre manière de lui parler, bah, en fait, vous posez juste des questions, il n'y a pas d'âme dedans. Comment ça va aujourd'hui? Ok, ça va mieux que la dernière fois, non, ça va pas mieux. Voilà, des choses comme ça, non verbales. Voilà, il faut que la personne elle se sente écoutée. Alors, je rappelle qu'on a du temps avec nos patients, normalement une demi-heure avec chacun de nos patients. Vous êtes peut-être une des personnes dans tout le parcours de soins qu'elle a eu, bah, en fait, qui va l'écouter, qui va le parler le plus avec elle, ok? Avec cette personne-là. Donc, profitez de ce temps que vous avez avec les patients. La validation des expériences, donc on évite tout ce qui est réflexe correcteur. Le patient qui vous dit j'ai mal avec, à cause de mon arthrose, et ben vous lui dites pas non, l'arthrose ça fait pas mal. Voilà. Plusieurs études ont souligné l'importance d'écouter ce que le patient vous dit. Ça semble quand même être quelque chose de très basique. L'écoute active a été présentée comme un moyen pour le physiothérapeute d'être présent et de mieux comprendre ses patients. Écouter les patients a été décrit comme une caractéristique des cliniciens expérimentés, essentielle à leur raisonnement clinique et a été associée à de meilleurs résultats selon les physiothérapeutes et les patients. Là, en fait, on retombe sur tout ce qui est en rapport avec l'alliance thérapeutique notamment. Mais c'est une caractéristique des cliniciens expérimentés. Même un jeune diplômé peut avoir cette caractéristique-là. Et après, c'est aussi aux organismes de formation, ou notamment formation initiale, les IFMK, de former les kinés sur la communication. Et donc, si on revient sur l'écoute active, il y a des petites choses à connaître, mais par exemple, il faut que la personne elle ait l'impression que vous êtes pleinement avec elle. C'est-à-dire que si elle commence à vous raconter sa vie et que vous êtes en train de faire son dossier, que vous la coupez pour lui demander la carte vitale, que vous êtes en train de rentrer l'ordonnance dans votre logiciel, elle va pas se sentir écoutée, la personne. Donc voilà, là c'est un temps. Il y a un temps pour l'administratif et après il y a un temps pour écouter la personne. Essayez de reformuler ce que la personne elle vous dit. Quand la personne elle vous dit qu'elle vous raconte son histoire et ça fait quelque temps qu'elle parle, qu'il y a un silence, que vous sentez que vous pouvez reprendre la parole, bah reformulez. Si vous reformulez avec ses propres mots. D'accord? Si elle dit que dans son genou ça lui fait mal, ça craque, elle a l'impression qu'il y a des rouages qui frottent, bah dites-lui oui voilà si j'ai bien compris, donc votre genou il vous fait mal, cette impression de rouages qui frottent et tout ça, et vous réutilisez les mots qu'elle a utilisés elle. Comme ça, voilà, elle va avoir vraiment l'impression que vous l'avez écouté. Tout un tas de choses comme ça, vous validez ce qu'elle ressent. Je comprends que ce soit difficile, ou si c'est des choses vraiment que, voilà, elle a mal partout et que vous avez jamais connu ça, je peux imaginer à quel point vous souffrez, ou voilà, des choses comme ça qui montrent que vous validez les expériences du patient, laissez la personne parler. Des fois, ils auront préparé ce qu'ils vont vous dire à l'avance, et en fait, très rapidement, ils vont finir parce qu'ils auront peur d'être coupés, justement. Bah, laissez-leur du temps. Dès qu'ils ont fini une phrase, taisez-vous et vous allez voir que peut-être que la personne, elle va reparler. Voilà, des choses comme ça. Dès que la personne vous dit quelque chose d'important, bah, vous pouvez répéter ce que la personne elle vous a dit. Ah oui, vous me dites que ça, c'est très très dur en ce moment. Oui, c'est très très dur parce que... nanana. Voilà, toutes des techniques qui vous montrent qui vont montrer à la personne qui est en face de vous que vous l'avez écouté. D'autres qualités comme l'ouverture et l'acceptation ont été identifiées comme importantes par les physiothérapeutes et les patients dans plusieurs études. Les physiothérapeutes ont indiqué que l'ouverture et l'acceptation favorisaient des liens plus profonds avec les patients. L'un d'eux a expliqué qu'il est important de pouvoir écouter sans idée préconçue, ni sur le diagnostic, ni sur la personnalité, juste d'écouter ce que la personne a à dire. Et ça, c'est hyper important. En fait, même si vous, quand la personne vous dit des choses, vous avez des hypothèses, des choses, des machins, bah, il y a un temps, ok, pour la fermer et laisser le patient s'exprimer et qu'il ait l'impression que vous l'écoutez et qu'il a le temps de vous parler. Donc l'ouverture, on écoute sans filtre, sans juger la personne. L'acceptation, on valide ce que la personne elle ressent. Donc voilà. Donc on coupe pas la parole. La personne vous dit oui j'ai très mal, j'ai très mal. Oui au dos et vous dites au bout de 2 secondes c'est un lumbago. Ok. Et si la personne elle vous dit qu'elle a mal à l'épaule et que c'est devenu très compliqué dans sa vie parce qu'elle a mal à l'épaule, on lui dit pas non mais ça c'est juste une tendinite. Il n'y a pas de raison, y a aucune raison de s'inquiéter. Si la personne elle a peur de faire plein de mouvements, vous lui dites pas non mais ça vous pouvez le faire et vous inquiétez, faites-le et puis arrêtez de vous poser des questions. Voilà, ça on fait pas.
Être réactif dans le cadre de la relation thérapeutique nécessite une communication verbale et non verbale pour reconnaître les patients comme des individus uniques et atténuer les déséquilibres de pouvoir inhérents. Il faut savoir aussi que les patients, quand ils voient des médecins, ou qu'ils passent des examens à la radio, le truc, le machin, en fait, ils vont pas avoir l'impression d'être considérés comme un individu, ils vont être considérés comme un dossier qu'il faut traiter, tout ça. Et donc ça peut être problématique. Sur le non-verbal, bon, on va pas en parler longtemps, mais si vous faites tout ce que je vous ai dit avec, donc vous faites des reflets, des choses, des machins, donc vous répétez ce que la personne, elle vous a dit, vous reformulez tout ça, mais que quand vous le faites, vous êtes en train d'envoyer un SMS en même temps sur votre téléphone, ça va moins bien marcher. Après, il y a d'autres auteurs qui ont souligné l'importance de valider les récits des patients et de les placer au centre de la relation thérapeutique. Un physiothérapeute réactif établit ainsi un cadre sécurisant, une bulle qui permet un engagement total, où le patient il se laisse, il sait qu'il est écouté, et peut-être qu'il sera plus à même de partager des choses sur comment la douleur l'impacte, ou des choses qui peuvent impacter sa douleur, et tout ça. L'éthique. Donc là, l'éthique, ça a été identifié dans 25 des 27 études, et les résultats, ils ont mis en évidence des qualités telles que l'intégrité, l'authenticité, l'honnêteté, la fiabilité, le respect des limites professionnelles et la préservation de la confidentialité. Dans une étude sur les valeurs professionnelles fondamentales, l'intégrité des kinésithérapeutes a été définie comme la cohérence entre les valeurs et les actions. Dans d'autres études, cette cohérence a été perçue par les patients et les kinésithérapeutes comme étant liée à la perception de l'authenticité des kinésithérapeutes. La qualité de l'honnêteté a été identifiée dans plusieurs études et associée à des actions telles que la transparence lorsqu'il s'agit de préciser son champ de compétences ou ses limites de connaissances. Un patient qui vient vous voir et qui a des problèmes sur quelque chose que vous ne savez pas traiter, il faut savoir le dire que vous ne savez pas traiter, il faut connaître ses limites et il faut être capable de le dire au patient, référer, voilà. Il faut référer quand c'est hors de notre champ de compétences, que même si c'est dans le champ de compétences des kinésithérapeutes mais que vous ne maîtrisez pas le sujet, voilà, vous ne lancez pas dans des dingueries, vous référez tout simplement à des collègues. Dans une étude, l'humilité et l'honnêteté dans la reconnaissance de ses propres limites étaient considérées comme des traits caractéristiques des cliniciens experts. Tout ça, je pense aussi que on peut ne pas être expert et faire preuve d'humilité et d'honnêteté. Hein, faut pas attendre d'être expert. Voilà, mais après, c'est toujours des choses, l'éthique, en parler dans les IVFMK. En fait, toutes les compétences, toutes les qualités qu'on va voir ensemble, ça devrait être enseigné en IFMK. On devrait apprendre ça aux étudiants. Leur expliquer ces qualités et les enseigner, quoi. Enfin, euh, pour pouvoir être capable, voilà, d'être réactif comme on a vu, éthique et tout ça. Dans une autre étude, les kinésithérapeutes ont estimé qu'il était essentiel d'être honnête avec les patients au sujet de leur état, du processus de rééducation ainsi que des attentes en matière de participation et de résultats. Les auteurs ont également souligné que s'engager à comprendre les patients et agir dans leur intérêt constitue le devoir professionnel des kinésithérapeutes d'être au service des autres. Les patients ont également souligné que les comportements éthiques tels que la préservation de la confidentialité, du respect de la vie privée et de la sécurité renforçaient la confiance envers le kinésithérapeute et la relation thérapeutique. Évidemment, en plus, dans un cabinet de kiné, on peut être amené sur le plateau technique à avoir plusieurs patients présents en même temps qui vont faire certains exercices, certains mouvements. Voilà, c'est un moment où, devant tout le monde, on n'est pas obligé d'exnoncer la pathologie pour laquelle la personne vient. Voilà, on va dire, la personne, si elle travaille son épaule, les gens vont se dire qu'elle a un problème d'épaule, mais on n'est pas obligé de dire ce que c'est. Voilà. Donc ça, on essaie de... Voilà, la confidentialité et le respect de la vie privée. La confiance dans la fiabilité du kinésithérapeute contribue également à créer une alliance de confiance et de sécurité et favoriser l'engagement du patient, la confiance dans les décisions du kinésithérapeute et l'espoir de résultats positifs du traitement. De toute manière, en fait, on va repartir dans l'alliance thérapeutique qui est une part importante, qui est une part des effets contextuels, hein, finalement. Si vous avez un kiné qui vous écoute, et que vous avez l'impression qu'il est attentif à ce que vous lui racontez, qu'il comprend votre souffrance, qui s'implique dans le traitement, si vous faites une technique, par exemple sur des trigger points, et ben, il y a plus de chances que ce soit efficace que si c'est votre kiné
qui, en fait, dès que vous lui parlez, il vous écoute pas, il vous coupe la parole, il est sur son téléphone, à chaque fois que vous lui expliquez que vous souffrez de votre épaule, il vous fait exactement la même technique pour exactement le même problème, et bah lui, ça sera peut-être moins efficace ce qu'il va faire. Plusieurs études ont aussi mis en lumière le souhait des patients d'être respectés en tant qu'individus et en tant qu'égaux, ok. Donc on en a un peu fini avec le comportement paternaliste du soignant avec le soigné, tandis que la perspective des kinésithérapeutes faisait plus souvent référence au respect des limites de la vie privée et de la confidentialité en lien avec le fait d'être éthique. Une étude sur les kinésithérapeutes a identifié l'importance de développer la confiance grâce à un comportement respectueux, notamment en respectant les limites professionnelles et en faisant preuve de sensibilité lors des contacts physiques avec les patients. Il y a aussi effectivement cette sensibilité-là, c'est-à-dire que quand on pose la main sur le patient, il y a toujours déjà la première chose, c'est le consentement. Donc demander si c'est OK pour le patient. Pour que ce soit un vrai consentement, il faut que le patient il ait la place de dire non. C'est-à-dire que si vous posez la question en même temps que vous posez la main, c'est pas parce que, et qu'il vous dit oui parce que voilà, tout est déjà fait, ça c'est pas du consentement. Le consentement, il doit être répété aussi pendant la séance, notamment si vous faites par exemple des manipulations, c'est pas parce qu'il a accepté la première qu'il doit accepter toutes les autres. OK? Donc à tout moment, il faut lui laisser la place de dire non. Et si vous laissez pas la place de dire non, là c'est pas parce que vous demandez est-ce que ça vous va ou est-ce que je peux faire ça que c'est du consentement. Patients et kinésithérapeutes ont indiqué que les cliniciens qui transmettaient de la confiance par le toucher favorisaient la confiance. Donc là, on en a fini avec l'éthique. Troisième compétence, la communication, le fait d'être communicatif, identifié dans 24 des 27 études. Et donc, elles ont souligné l'importance des qualités de communication des kinésithérapeutes. Bon, on en a déjà parlé un petit peu avant, je pense que vous étiez déjà convaincus. Si vous ne l'étiez pas, je pense que maintenant, vous l'êtes. Notamment leur capacité à communiquer clairement lors de l'éducation ou des explications données aux patients, à communiquer de manière valorisante, inspirant la confiance et montrer de la confiance envers les patients, ainsi qu'à communiquer avec les membres de l'équipe et à défendre les intérêts du patient, pour la précédente, dans certains cadres. Certains cliniciens expérimentés ont identifié la communication comme l'une de leurs compétences les plus importantes, la considérant comme un élément central de la pratique experte. Et là, c'est là qu'on revient, je le dirai juste après. Les patients ont également mis en avant l'importance de la communication. Les études ont notamment souligné le désir des patients d'obtenir des explications sur leurs évaluations, leurs diagnostics, leurs pronostics, leurs traitements, ainsi que sur les gestes des cliniciens et leurs justifications. Donc la communication, pareil, donc ça devrait être inclus dans la formation en IFMK. Donc si ça fait trop de contenu pour les étudiants à apprendre, on dégage tout ce qui est technique de Jones, trigger point, levée de tension, on dégage ça et on met des outils de communication à la place. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Bah, que les patients, alors on a des études sur la lombalgie et tout ça, en fait on sait en général ce qu'attendent les patients, mais là on vous le redit rapidement, ils veulent savoir ce qu'ils ont, donc maintenant ça va partir, le traitement, et qu'est-ce qu'on fait en fait quand vous utilisez vos mains ou des outils ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Voilà. C'est des questions très simples, mais vous en fait parfois vous utilisez des outils, des choses, des machins, c'est très clair pour vous, mais le patient lui en fait il se demande un petit peu, il connaît pas votre travail, et lui en fait il veut juste savoir mais pourquoi il fait ça. Et si ça n'a pas de sens pour lui, ce que vous allez faire, ça va perdre en efficacité. Dans un traitement, si vous faites il a mal à l'épaule, vous faites faire des squats à un patient sans solliciter les épaules, pour lui, ça va peut-être pas avoir de sens. Et même si c'est le meilleur exercice à ce moment-là, bah, s'il le fait pas ou qu'il le fait avec des attentes, pas d'attentes positives, voire des attentes négatives, bah, vous allez diminuer grandement les résultats. Le fait de ne pas expliquer l'objet d'une consultation a été associé à des résultats thérapeutiques ambivalents, tandis que des résultats positifs étaient associés à des explications sur le problème et l'efficacité du traitement. Ces explications peuvent, étant supposées renforcer la confiance du patient. Les patients ont également exprimé des attentes en matière d'explications claires et de réponses adaptées à leur niveau de compréhension pour favoriser leur compréhension justement. C'est-à-dire que commencez pas à utiliser des mots compliqués, d'accord, pour expliquer au patient. Lui, il n'a peut-être pas voilà, le vocabulaire que vous avez, et donc il faut que ce soit compréhensible pour lui, d'accord. Vous pouvez voilà, expliquer des choses et en fin de séance lui dire est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? Ouais, comment vous réexpliqueriez ça justement à la personne avec qui vous partagez votre vie ou à vos enfants ou des choses comme ça? Et voilà. Et là vous allez voir en fait ce que la personne elle va vous dire et vous allez voir du coup en fait si elle a bien compris ou pas.
Un patient a ainsi expliqué qu'une bonne compréhension en termes simples est importante pour comprendre clairement ce qui se passe, ce qu'il faut faire et comment s'y prendre pour se rétablir. On peut parler aussi de littératie, c'est-à-dire la capacité du patient à comprendre et utiliser les termes médicaux, les informations médicales, pour soit prendre des décisions par rapport à sa santé, pour par exemple, naviguer aussi dans le système de santé pour suivre son traitement et tout ça. Voilà. Et si on a une littératie plus faible, ça peut amener certaines choses, certains, par exemple, pour suivre des traitements, des choses comme ça, on peut avoir des hospitalisations qui vont être plus fréquentes, enfin des risques d'hospitalisation augmentés et des choses comme ça. Dans une étude, les kinésithérapeutes ont identifié les cliniciens experts comme ceux qui favorisent l'autonomisation des patients. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais ça, pareil, vous le savez. Les stratégies de communication identifiées par les patients comme valorisantes incluaient la communication d'explication, voilà, ils veulent savoir pourquoi on leur demande de faire ça, à quoi ça sert, les options de traitement et les raisons de l'autogestion. Effectivement aussi, c'est bien de proposer des alternatives. Il n'y a pas beaucoup de pathologies où c'est ce traitement-là ou rien. D'accord? Donc on propose des alternatives, bénéfices, risques de chacun. On peut aussi dire, effectivement, si on fait rien, il y a certains cas, si vous identifiez une pathologie, une douleur non spécifique, il y a de fortes chances qu'elle parte seule, surtout s'il n'y a aucun drapeau jaune et tout ça. Vous pouvez lui dire, dans votre cas, si on fait rien, il y a de fortes chances que ça passe tout seul. Ok, d'accord, super, je rentre chez moi. Le patient peut vous dire ça. Voilà. Une communication valorisante a été associée à un meilleur sentiment d'efficacité personnelle chez les patients. Et dans plusieurs études, les patients ont exprimé leur souhait d'être informés sur les stratégies d'autogestion. Les capacités communicatives ont été perçues comme source d'inspiration et de motivation pour les patients et comme un moyen de construire une relation thérapeutique. Il a été rapporté que la clarification du problème physique et les explications adaptées à chaque patient créent un lien qui inspire la confiance et renforce la confiance dans l'expertise du clinicien. Dans la même étude, les kinésithérapeutes montraient leur confiance envers les patients en transmettant la croyance en la capacité du patient à s'améliorer ou à guérir et en leur rôle essentiel dans ce processus. Il a également été indiqué que la confiance des kinésithérapeutes dans leurs connaissances et dans le potentiel de rétablissement des patients est importante à communiquer car elle est liée à la confiance des patients, à leur motivation et à leur progrès dans le traitement. Maintenant, on va passer à la bienveillance. Donc la bienveillance, elle a été mise en avant dans 23 des 27 études. Les kinésithérapeutes, ils ont été perçus comme bienveillants par leur empathie, leur compassion, leur compréhension, leur capacité à rassurer, à soutenir, encourager, leur amabilité et leur chaleur humaine. Donc en fait, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on attend quand même dans le milieu du soin. Certains auteurs ont décrit la bienveillance comme une éthique fondamentale commune aux cliniciens, qu'ils soient débutants ou experts. Les valeurs de compassion et de sollicitude identifiées comme des raisons pour lesquelles les kinésithérapeutes choisissent cette profession seraient ensuite façonnées par l'expérience clinique. La bienveillance, elle a aussi été décrite comme un engagement profond et une orientation morale des kinésithérapeutes, montrant que la connexion aux autres est au cœur de ce que signifie être humain. Par exemple, les praticiens expérimentés étaient décrits comme traitant les patients en fonction de ce qui est unique chez cette personne, tandis que les praticiens plus jeunes avaient tendance à se référer au protocole en pensant que c'est ainsi qu'il faut traiter le patient. C'est vrai que dans le cas musculo-squelettique, on traite une personne et dans de la douleur non spécifique, comment vous allez prendre en charge la personne, c'est limite peut-être plus important de comment vous allez traiter en soi la pathologie. Voilà. Concernant l'expérience des patients, il a été rapporté que ces derniers insistaient sur l'importance de l'attitude amicale et empathique des kinésithérapeutes. En fait, en gros, on revient sur quoi? Sur une notion importante, c'est ne pas être un connard. Cette attitude était décrite comme écouter les préoccupations des patients et comprendre leur situation. Dans une autre étude, les patients ont également considéré l'attitude du kinésithérapeute comme un élément essentiel. Comprendre la situation, ça peut être aussi un patient qui a mal quelque part, mais voilà, il va devoir reprendre le travail parce que soit il a la pression de l'employeur, soit il va être moins bien indemnisé ou des choses comme ça. Voilà, là il faut comprendre, sachant que peut-être la reprise de son travail qui sollicite peut-être une partie de son corps qui n'est pas encore prête peut relancer des douleurs. Ça, voilà. Donc après, c'est des choses, il faut voir avec le patient, comprendre, parler, l'écouter, savoir si lui il a des ressources par rapport à ça, sur comment gérer la situation, voir si on peut conseiller, voilà, et si on peut pas conseiller, juste déjà écouter la personne. L'attitude bienveillante des bons kinésithérapeutes a été caractérisée par de l'empathie, amabilité, du soutien et l'absence de jugement. Un patient a déclaré: les soins et l'attention de mon kinésithérapeute qui m'a montré de l'empathie
était important pour une bonne expérience. De même, un autre patient a affirmé: «Elle est vraiment géniale, elle se soucie de moi et me fait sentir que je ne suis pas juste quelqu'un parmi la foule», et ça c'est important, on traite des individus uniques qui, voilà, viennent vous voir dans un moment de faiblesse. Il faut savoir quand même que ces personnes-là, si, ils avaient pas besoin de vous, ils viendraient pas vous voir au cabinet, hein, ça c'est quand même quelque chose qui est important, il est important de se rappeler. Dans une étude sur la bonne kinésithérapie, un patient a déclaré que ce qui comptait, c'était une certaine dose d'empathie, une compréhension de la douleur et le sentiment que j'ai de l'importance, que je suis une vraie personne et qu'on n'est pas un dossier qu'on doit traiter. J'ai lu sur votre ordonnance que vous avez mal à l'épaule, on va faire une petite infiltration, ça va aller tout de suite mieux, ça fera 25 €. Ça, voilà, là on n'a pas l'impression d'être considéré comme une personne. Dans une autre étude, les patients ont indiqué que la sollicitude se manifestait par le fait de connaître le thérapeute comme une personne empathique, ce qui était important pour établir la relation thérapeutique. Certains auteurs ont proposé qu'une orientation morale tournée vers le soin renforçait la relation centrée sur le patient lorsque les kinésithérapeutes s'investissent personnellement, empathisent, comprennent. Voilà. Ça, c'est des choses importantes. Maintenant, on va passer sur la compétence. Je pense que celle-là, vous l'attendiez, hein, comme qualité. Et donc, être compétent en tant que kiné, ça a été abordé dans 22 des 27 études. Et elles ont mis en évidence que la compétence ces études ont mis en évidence la compétence à travers la connaissance, l'expérience, la capacité de réflexion, la curiosité, la confiance en soi, ainsi que les compétences en raisonnement clinique et les habiletés pratiques permettant d'obtenir de bons résultats. Un échantillon de kinésithérapeutes australiens a identifié la maîtrise et la mise à jour des connaissances et des compétences comme une valeur professionnelle fondamentale. De toute manière, on doit se tenir à jour. Voilà, on est une profession de santé, on doit se tenir à jour des données de la science et on doit prodiguer des soins en accord avec les données de la science. D'autres auteurs ont souligné que la pratique experte impliquait des caractéristiques telles que la curiosité intellectuelle et la réflexion. Peut-être un patient avec qui vous avez du mal, s'il sent aussi que vous vous impliquez dans son traitement, que vous cherchez, que vous le questionnez, que vous revenez avec des nouvelles idées parce que vous allez chercher des choses et tout ça, bah, ça peut être important pour lui. Dans leurs études, les kinésithérapeutes obtenant un fort pourcentage de résultats positifs disposaient d'un socle de connaissances multidimensionnel, donc multidimensionnel, voilà, donc ça ne sera jamais maîtriser uniquement la thérapie manuelle, par exemple, ou savoir piquer un trigger point de manière parfaite, de compétences en raisonnement clinique et de capacité d'apprentissage par la réflexion. Une autre chose aussi importante, le raisonnement clinique, c'est pas se dire mon patient il a mal au dos, cette vertèbre-là tire sur ce muscle qui fait que ça met en tension ce fascia qui fait que ça c'est pas du raisonnement clinique, ça c'est du racontage d'histoire, c'est de la poésie, c'est de la mythologie, absolument pas du raisonnement clinique. Le développement d'expertise à travers la réflexion en tirant des enseignements de chaque patient et en utilisant ses propres échecs et réussites dans son parcours professionnel a été proposé comme un moyen d'approfondir la compréhension et de favoriser l'obtention de résultats positifs. C'est des choses qu'on peut faire aussi. Ah, ce patient-là, j'ai fait ça, j'ai cherché. Ah, finalement, j'ai trouvé ça, ça a marché. Bah, peut-être que dans un cas similaire, on peut essayer de retenter ça. Ou ce patient-là, j'ai galéré. Finalement, j'ai référé, ah, il avait ça. Bon, bah, un patient qui galère, peut-être qu'il a ça. Voilà. Une étude antérieure sur des cliniciens experts suggérait que les années d'expérience clinique créent un réservoir de connaissances servant de cadre pour le raisonnement clinique et la capacité à anticiper les résultats des patients. Une chose, c'est juste que à un moment donné, l'expérience clinique, ça, c'est important. Faut juste pas s'arrêter sur le mot expérience et penser que plus ça fait longtemps qu'on a le diplôme, plus on a d'expérience, plus on est bon, voilà, et ne pas mettre son expérience personnelle, ses anecdotes personnelles au-dessus des données scientifiques. Dans une étude sur la kinésithérapie centrée sur le patient, les patients considéraient les connaissances et l'expertise comme des éléments essentiels d'une bonne kinésithérapie. Dans une autre étude, les patients ont indiqué qu'ils faisaient confiance à la compétence des kinésithérapeutes en estimant que leurs connaissances étaient fondées sur la science. Voilà. Donc en estimant, est-ce que c'est toujours vrai? Je suis pas sûr. Certains auteurs s'appuyant sur les perspectives des patients ont observé que même si le thérapeute possédait des diplômes et des connaissances théoriques, les patients percevaient si le kinésithérapeute savait ce qu'il faisait, car le toucher d'un kinésithérapeute compétent paraissait professionnel et transmettait un sentiment de savoir-faire et de sécurité. Bon alors en fait après, c'est est-ce que en fait la manière dont vous touchez les patients, ça retranscrit que vous savez ce que vous faites. Vous pouvez avoir aucune idée de ce que vous faites, c'est aussi, en fait c'est la posture, mais on retourne peut-être dans des choses en rapport avec la communication, peut-être non verbale, ou ce que vous dites autour qui va précéder le moment où vous allez poser la main sur le patient ou des choses comme ça.
Il a été noté que lorsque les kinésithérapeutes étaient perçus comme minutieux, ils étaient rarement tenus responsables en cas de mauvais résultats thérapeutiques. Ça c'est intéressant quand on ne vous met pas l'échec du traitement sur le dos. Voilà. Dans 2 études, il a été rapporté que les patients percevaient les kinésithérapeutes comme compétents lorsqu'ils montraient de l'assurance dans la collecte et l'interprétation des données cliniques. Une autre étude a indiqué que la confiance en soi du thérapeute renforçait la confiance du patient envers le kinésithérapeute et la thérapie. Ok. Il a également été constaté que la compétence du kinésithérapeute démontrée par ses connaissances, son approche rigoureuse et son expertise en technique manuelle. Son expertise en technique manuelle, bon, ça, les mains, on revient dessus, favorisait la confiance et était associée à de bons résultats pour le patient. Et on va finir avec la collaboration, donc la qualité d'être collaboratif, abordée dans 17 des 27 études. Donc là, les kinésithérapeutes, ils ont été décrits comme collaboratifs lorsqu'ils impliquaient les patients dans la prise de décision, grâce au dialogue et à leur volonté d'ajuster le traitement en fonction des besoins individuels des patients. On a des études, donc selon 2 études basées sur les perspectives des patients, le fait de personnaliser la kinésithérapie en tenant compte des préférences des patients et en adaptant le traitement selon leur retour favorisait leur engagement dans la rééducation. C'est une chose importante. Si, admettons, vous avez 2, 3, 4 patients en salle de rééducation sur le plateau technique et qu'ils ont tous mal à l'épaule et qu'ils font tous les mêmes exercices en même temps ou à un exercice d'intervalle, ils vont se dire ouais mais en fait on fait tous la même chose pour les voilà. Donc, voilà, il faut essayer de s'ajuster au patient, notamment via ses préférences sur un exercice. Un patient chez qui vous devez renforcer son genou ou son quadriceps et qui veut absolument pas faire de squat, et ben vous avez tout un tas d'autres outils pour travailler ses cuisses. D'autres auteurs ont qualifié les kinésithérapeutes de collaboratifs lorsqu'ils individualisaient le traitement et adaptaient leur approche d'un patient à l'autre, d'une séance à l'autre et même d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, donc on essaie de faire tout le temps le même traitement à tout le monde. Enfin, après ça peut se justifier, mais bon voilà, si vous avez 5 patients en même temps dans un même cabinet pour leur épaule et qui font tous le même exercice en même temps, ça peut commencer à être bizarre. L'individualisation n'est peut-être pas au rendez-vous. D'une séance à l'autre, effectivement, il n'y a aussi rien de plus, on va dire, fatigant ou un peu chiant même, on va dire, pour un patient de venir 5 fois et de faire 5 fois exactement la même séance, ok. C'est bien qu'il y ait une progression, et même adapter d'un moment à l'autre. Ah, on va partir sur cet exercice-là, il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie d'adapter l'exercice, on change, on met en place une régression sur l'exercice, une progression, ou alors on change totalement. Dans une étude sur les valeurs professionnelles fondamentales, les kinésithérapeutes ont souligné l'importance d'inviter les patients à avoir voix au chapitre pour travailler en partenariat égalitaire et collaboratif. Et donc pour ça, il faut laisser la place aux patients. Je vous propose qu'on fasse ça, ça. Ou est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, ça peut être pas mal. Moi, je peux... Ok, cet exercice-là, très bien, on fait comme ça. Allez-y, bah, c'est nickel l'exercice que vous m'avez montré. Moi, je peux vous recommander peut-être de faire un peu plus comme ça que comme ça. Peut-être on va un peu mieux travailler la zone. Faites-le, dites-moi ce que vous en pensez. Et le patient, ah ouais, effectivement, je sens que ça travaille mieux à l'endroit où j'ai envie que ça travaille. Bon, bah voilà, on fait comme ça. Et là, vous avez collaboré avec le patient. Et il a participé parce qu'il a choisi l'exercice. Et après, vous avez juste adapté une donnée dans l'exercice, une variable. Ces kinésithérapeutes experts rapportaient aussi favoriser l'autonomisation des patients, leur sentiment d'efficacité personnelle et la résolution des défis du quotidien grâce à une démarche collaborative de résolution des problèmes. D'ailleurs, en plus, c'est aussi moins fatigant pour vous, dans le sens où si vous faites participer le patient, bah voilà, tout le traitement ne repose pas que sur vous aussi, hein. Plusieurs études menées du point de vue des patients ont mis en évidence l'importance du dialogue et de l'implication des patients dans la prise de décision. Des patients, convaincus que leur avis avait de la valeur, ont exprimé que la communication bidirectionnelle était essentielle pour pouvoir partager leur point de vue et contribuer aux décisions thérapeutiques. Dans 3 études, les patients ont affirmé attendre des explications adéquates et une implication dans les décisions de traitement. Et dans une autre étude, les patients ont exprimé leur souhait de participer aux décisions thérapeutiques dans une approche consultative plutôt que prescriptive. Et ça c'est quand même différent. De nombreuses études sur les perceptions des patients concernant les soins centrés sur le patient ont identifié l'implication dans les décisions ainsi que l'individualisation de l'examen et du traitement en fonction des besoins comme des éléments clés. En revanche, les perspectives des kinésithérapeutes mentionnaient plus rarement l'implication collaborative des patients dans les décisions. Et là, du coup, c'est peut-être un travail à faire de notre côté, où il faut vraiment qu'on prenne en compte le fait qu'on est là pour collaborer, on n'est pas là pour prescrire des listes d'exercices à rallonge qui n'ont aucun sens, et en disant faut faire ça, sinon tu n'iras pas mieux. On évite de faire ça. Comme je dis,
une règle un peu simple, on évite d'être un connard. Certains auteurs ont proposé que collaborer et impliquer le patient comme une personne sur un pied d'égalité permettait aux kinésithérapeutes de créer un sentiment de travailler ensemble pour atteindre les objectifs et de montrer qu'ils valorisent les pensées et les perceptions du patient. Bon là il reste quelques pages, il n'y a pas beaucoup de choses à lire, on va aller assez vite parce que même moi là je commence à fatiguer un petit peu. Donc après c'est la discussion de l'étude, et donc en gros les qualités d'un bon kinésithérapeute semblent reposer sur l'importance de l'interaction humaine entre le kinésithérapeute et le patient, bon, ce qui semble logique. Il y a une dimension centrale, un bon kinésithérapeute est un praticien qui allie compétences techniques et relations humaines, et ça c'est quand même quelque chose d'important. L'accent mis sur l'équilibre entre les qualités relationnelles et techniques rejoint les conceptions déjà identifiées chez les infirmiers, les médecins et les ergothérapeutes. Donc c'est quelque chose qui est similaire à différentes pratiques de soins. Les patients, ils ont souligné l'importance d'être reconnus comme des individus et des égaux, et ils ont exprimé le désir d'être respectés comme tels dans la manière dont les kinésithérapeutes communiquent. De leur côté, les kinésithérapeutes ont davantage insisté sur l'éducation du patient comme un aspect clé de la communication, ce qui pourrait indiquer une relation où le thérapeute se positionne en expert. Et justement, on a vu dans ce paradigme où on n'est plus là pour retirer la douleur du corps du patient et qu'on est là pour promouvoir la santé, il faut comprendre le patient, il faut comprendre son emploi du temps, il faut comprendre sa vie du moment. Voilà, c'est pas pareil. Un patient qui travaille très peu et qui gagne très bien sa vie, qui a énormément de temps, pour prendre soin de sa santé, ça sera un peu plus facile qu'une personne qui a aucun temps, en fait, qui passe son temps au travail pour un salaire de misère. Voilà, c'est la caricature, mais c'est pour illustrer. Cette orientation peut également traduire un déséquilibre implicite de pouvoir en parlant à plutôt qu'avec les patients. Voilà. Il a été observé que la communication centrée sur le praticien domine souvent la pratique en kinésithérapie. Et ça, c'est problématique. Nous, on veut centrer sur le patient. A l'inverse, des études ont montré que des stratégies telles que l'écoute des patients, la discussion des options en encourageant les questions, des réponses claires et la prise en compte des émotions des patients favorisent l'alliance thérapeutique et l'implication des patients. De plus, les recherches sur la satisfaction des patients soulignent l'importance de la communication des explications sur le diagnostic et les stratégies d'autogestion et encouragent la formation des cliniciens à des approches de communication qui partagent l'information et valorisent l'autonomie des patients. Être collaboratif implique que les kinésithérapeutes et leurs patients travaillent ensemble en partenariat pour négocier les soins, malgré les contraintes bien réelles de la pratique. Après, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que si vous voulez savoir si, je dis ça comme ça, mais le patient, ça a du sens ce qu'il fait, qu'il comprend pourquoi il le fait et que vous avez répondu à des questions, c'est qu'en début de séance, c'est lui dire: est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois comme exercice, quelle modalité on a utilisé? Si le patient il est incapable de vous dire quoi que ce soit, c'est que il l'a peut-être pas refait chez lui déjà, qu'il n'a pas compris pourquoi il avait fait ça, qu'il n'était peut-être pas impliqué, que il y a peut-être un truc, il y a peut-être une discussion à avoir au sujet de ça avec votre patient. Alors que les patients expriment un besoin de décision partagée, leur implication reste souvent limitée, ce qui conduit à plaider pour une plus grande participation des patients dans les décisions avec leur kinésithérapeute. Des études ont montré que les patients souhaitent des explications claires, une écoute attentive et être pris au sérieux, plutôt que de se voir simplement dirigés vers des options de traitement. Et là aussi, on va revenir sur les IFMK, peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais par exemple, moi, quand j'avais des cours de rhumato, de traumato, le patient, il a cette pathologie, il a sa tendinopathie d'épaule, on peut faire ça, 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 ok, c'est bien, mais à un moment donné, discuter, de savoir, est-ce que, juste, demander au patient, parmi tout ce que je vous ai proposé, lequel vous semble, euh, lequel vous préférez, ou est-ce que le patient il a peut-être fait des exercices avant, il y en avait un, il avait bien aimé, est-ce que machin, juste mettre le patient à un moment donné dans le truc, nous on nous apprend des listes d'exercices, des protocoles et des choses, mais en fait le patient on le met jamais. En fait le patient il arrive tout en bas du truc, on met les exercices au-dessus du patient, en fait. L'exercice au-dessus du patient. Non, c'est adapter les exercices au patient, on met le patient au-dessus de l'exercice quand même, des exercices même. Cela traduit un désir de partage du pouvoir, voilà. Certains auteurs ont mis en garde, lorsque la bienveillance est encadrée par des règles professionnelles, elle risque de se réduire à une obligation contractuelle plutôt qu'à une véritable relation éthique. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut noter. Plutôt que de chercher la position de l'expert, il faudrait plutôt privilégier la nature intersubjective des interactions thérapeutiques, par exemple en étant attentif et en validant l'expérience des patients. Donc ça, c'est ce qui semblerait être essentiel pour être un bon kinésithérapeute. Être réactif en s'engageant activement avec le patient, en l'écoutant et en s'intéressant à lui, peut être perçu comme une reconnaissance de son humanité, donc ça c'est hyper important. Être réactif et non simplement
alors là c'est réceptif, je pense, le bon terme, implique plus que de se contenter d'observer et de recueillir des informations pour classer l'autre en catégorie diagnostique. Ce patient-là, il a juste mal à l'épaule. Bien que la compétence orientée vers la guérison soit souvent considérée comme l'attente principale des patients vis-à-vis de la kinésithérapie, un lien étroit entre compétence et bienveillance a été identifié dans les expériences des patients. Ce lien a aussi été mis en évidence chez les étudiants en kinésithérapie, où l'importance tacite de guérir s'entrecroise avec le soin et soutient la perception des patients sur ce qui fait un bon kinésithérapeute. Donc après, on est dans la notion entre soin et guérison. Ces résultats remettent en question l'idée que la kinésithérapie serait avant tout une profession de la guérison, justement, et plaident pour que les kinésithérapeutes utilisent leurs compétences pour prendre soin et pas seulement pour guérir. On n'est pas là pour retirer la douleur, guérir de la douleur, on est là pour accompagner, être dans le soin et favoriser la santé. Ces résultats soutiennent l'idée d'une fusion de l'identité professionnelle et personnelle dans une expression authentique du soin, comme élément central d'un bon kinésithérapeute, finalement une personne humaine. Ces résultats appellent à réfléchir aux qualités que les kinésithérapeutes apportent dans leurs interactions avec les patients individuellement, au niveau de la profession et dans la manière dont nous formons et préparons les futurs praticiens. Et effectivement, c'est pour ça que je suis revenu plusieurs fois sur le sujet. Il faut que dans la formation initiale, il y ait des choses qui changent. Il a été théorisé que l'identité professionnelle repose sur deux éléments complémentaires, la technique et l'approche centrée sur le patient et non le praticien. Pourtant, des auteurs ont souligné que le modèle biomédical fondé sur un paradigme technique et positiviste domine les programmes de formation en kinésithérapie. Malheureusement, donc il y a un effort à faire toujours du côté des IFMK, donnant la priorité au domaine technique, d'objectivité, de mesure et de développement des compétences. Moins de goniomètres, plus de communication on devrait faire. Certains estiment que la formation ne prépare pas suffisamment les kinésithérapeutes à s'engager de manière significative sur les aspects interpersonnels, sociaux ou culturels des personnes. Cette affinité avec le modèle biomédical risque d'étouffer le développement de ses qualités intrinsèques à l'identité professionnelle et pourtant essentielle pour des soins centrés sur la personne de qualité et pour l'avenir de la kinésithérapie comme science et profession du soin. Ces constats appellent à un changement ontologique fondamental dans la manière dont la profession se perçoit elle-même et à une réflexion sur la manière dont la formation initiale façonne l'identité professionnelle des kinésithérapeutes. Effectivement, si vous avez des kinés des étudiants et que vous les façonnez avec le modèle biomédical, la classification avec des diagnostics la classification avec des diagnostics patho-anatomiques et tout ça, bah forcément vous allez les façonner. Si vous façonnez ceux qui pratiquent la profession, bon bah voilà, la profession sur le terrain ça va moins bien avancer quoi. Dans la littérature en kinésithérapie, les qualités ont été classées compétences interpersonnelles et professionnelles, compétences humaines et professionnelles, caractéristiques sociales, compétences et connaissances, bon voilà, tout un tas de choses qu'on a vues jusqu'à présent. Ne pas seulement se demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons sur le plan technique, mais aussi qui nous sommes et ce que signifie être avec nos patients, permet d'identifier des dimensions de la pratique qui pourraient être autrement. Les résultats soulignent ainsi qu'il serait naïf d'ignorer l'interaction complexe entre le financement, les modèles de prestation de soins et les politiques de santé. Bien évidemment, ça s'inscrit dans un cadre plus large avec le système de soins intégré dans une politique de santé. On pourrait même remonter encore au-dessus avec la politique menée dans le pays dans lequel on exerce. Les professionnels sont parfois limités dans leur capacité à incarner l'idéal d'un bon kinésithérapeute par les systèmes même dans lesquels ils exercent. Effectivement, si vous avez 30 minutes avec un patient, que vous êtes payé 2 € par patient, ça va être compliqué d'avoir le temps d'écouter le patient, de lui proposer des choses et tout ça. Voilà. Donc en fait, il y a aussi à un moment donné le cadre dans... On connaît les qualités pour être un bon kinésithérapeute. Est-ce que le cadre dans lequel on exerce nous permet d'être ce bon kinésithérapeute qu'on est ? Cela expose le kinésithérapeute individuel au risque d'être tenu responsable d'un ethos du soin que les systèmes de santé ne soutiennent pas toujours. L'ethos, hein, c'est l'image en soi. Il est donc crucial de considérer les qualités d'un bon kinésithérapeute, non seulement au niveau individuel, mais aussi en lien avec les systèmes de santé qui peuvent faciliter ou entraver leur mise en œuvre. Et donc on va finir avec cette dernière diapo. En fait, j'ai essayé de mixer un petit peu tout. Et donc, un bon kinésithérapeute, c'est un professionnel compétent techniquement et profondément humain, capable de conjuguer savoir-faire et savoir-être dans un cadre collaboratif, éthique et centré sur la personne, malgré les contraintes du système. Et ça, c'est beau. Et donc, je vous laisse sur cette phrase, je vous laisse même méditer sur cette phrase,
Et puis, on se dit à la prochaine. Salut.